Nous allons voir aujourd'hui comment traiter l'inflammation et la douleur en médecine naturelle. Nous savons que nos concitoyens consomment énormément d'antalgiques. Ce sont d'ailleurs les médicaments les plus consommés. L'Agence de sécurité du médicament dévoile le classement des 30 substances actives les plus vendues en ville. Sur les 3 premières marches du podium figurent 3 antalgiques. Le paracétamol, qui devance largement la codéine et l'ibuprofène. Il faut cependant faire attention à l'usage chronique des antalgiques. Le paracétamol, Doliprane, Efferalgan, Nafalgan, c'est l'antalgique qui présente le moins d'effets secondaires. On observe rarement des troubles hématologiques ou des éruptions cutanées. En cas d'usage chronique, il faut cependant être attentif à la toxicité hépatique du paracétamol, surtout chez les patients avec un foie fragile. La codéine est un alcaloïde de l'opium dont l'action est moins puissante que la morphine. Les effets secondaires sont déjà plus nombreux: constipation, nausées, vomissements, problèmes gastro-intestinaux, euphorie, troubles du sommeil, somnolence et dépendance à la codéine. L'ibuprofène, lui, fait partie de la classe des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, qui sont des médicaments très fréquemment prescrits pour soulager les douleurs, en particulier rhumatismales. Les effets secondaires sont digestifs, douleurs et brûlures gastriques, nausées, mais surtout des ulcères gastro-duodénaux dont la fréquence est de l'ordre de 20% après 3 mois de traitement. Mais ce sont les risques d'infarctus du myocarde qui ont fait, il y a quelques années à peine, la une des médias avec le retrait du Vioxx. Aujourd'hui, il semble toutefois que tous ou presque tous les INS sont susceptibles d'augmenter le risque d'accident vasculaire. En médecine naturelle, on peut utiliser la phytoaromathérapie. On utilise certaines plantes depuis longtemps pour leurs propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. Le plus bel exemple en est la reine des prés, puisque c'est à partir de l'oxydation de l'aldéhyde salicylique, qui est le composant majeur de la reine des prés, que fut découvert en 1838 l'acide salicylique, lui-même à l'origine de la découverte en 1853 de l'acide acétylsalicylique, devenu l'un des plus célèbres médicaments utilisés dans le monde depuis plus d'un siècle sous le nom d'aspirine. Les huiles essentielles ont également des propriétés intéressantes dans le cadre du traitement local des douleurs. Pensons notamment à la Gaultérie et l'eucalyptus citronné, qui sont des huiles essentielles très anti-inflammatoires. Nous avons également le pin sylvestre, l'estragon et le romarin officinal à camphre, qui sont de très bons décontracturants. La menthe poivrée, la lavande officinale et le laurier noble sont des antalgiques. Vous voyez ici des formules toutes faites. La première, qui est une formule utile en cas d'inflammation superficielle, comme des tendinites et épicondylites du coude, par exemple, pour un usage externe à raison de 4 fois par jour, avec la Gaultérie, l'eucalyptus citronné, la menthe poivrée, le laurier noble. L'autre formule, utile en cas de traumatisme musculaire avec contracture, pour usage externe toujours, on retrouve toujours la Gaultérie, le romarin officinal à camphre, le laurier noble et l'Artemisia dracunculus, qui est donc l'estragon. Passons maintenant à la description de certains compléments nutritionnels très utiles pour traiter les problèmes inflammatoires. Nous commençons par un complément qui s'appelle le Phytoar, qui est donc un anti-inflammatoire utilisé en cas d'arthrose, d'arthrite, d'œdème articulaire, de bursite, d'inflammation dégénérative chronique, de lombalgie et de toutes les douleurs musculaires et articulaires, ainsi que dans les traumatismes. Cette formule originale comprend du curcuma, de l'arpagophytum et
de l'épinette noire Picea mariana. Le curcuma, c'est un extrait de la racine du curcuma longa. La racine séchée contient environ 5% de curcumine, qui est la molécule active. Le curcuma a un effet anti-inflammatoire par inhibition de la COX et de la LOX. L'effet anti-inflammatoire est encore renforcé par la stimulation de la production naturelle de corticostéroïdes via les surrénales. Les études cliniques indiquent que la curcumine livre les mêmes résultats que l'acétate de cortisone. La diminution de l'inflammation avec 20 mg de curcumine était équivalente à celle avec 25 mg d'hydrocortisone. Les principales indications sont l'ostéoarthrite, l'arthrite, les rhumatismes, l'arthrite rhumatoïde et la polyarthrite. C'est également le curcuma, un puissant antioxydant qui va inhiber les processus oxydatifs et la formation du radical anion superoxyde dérivé de l'oxygène. Deuxième composant du phytohar, l'arpagophytum ou griffe du diable, qui est une plante dont la racine séchée et réduite en poudre contient 1,4% d'arpagoside et un tout petit peu de procumbite. L'arpagoside, c'est une substance extrêmement anti-inflammatoire et analgésique. Il s'agit d'un inhibiteur de la COX-2 qui est utilisé en cas de rhumatisme, d'ostéoarthrite, de polyarthrite chronique, d'œdème articulaire, de lésions du genou, de synovite du genou, de bursite et de toutes les inflammations dégénératives chroniques telles que rhumatisme, lombalgie, toutes les douleurs musculaires et articulaires et les traumatismes sportifs. Beaucoup d'études cliniques ont été réalisées sur son effet sur l'ostéoarthrite et les lombalgies, sur l'arthrose de la hanche et du genou, les douleurs de la main, du poignet, du coude, de la hanche, du genou et du dos aussi. Vous trouverez ici toute une série de références de ces différentes études cliniques. Troisième principe actif, le phytohar, qui est donc ce Picea mariana, épine vinette. Les aiguilles de l'épinette noire contiennent beaucoup d'huile essentielle avec comme principale substance 50% de terpènes oxygénés et surtout de l'acétate de bornyle. De plus, l'huile contient également des camphènes, des alpha et bêta pinènes et du limonène sont utilisés médicalement contre la douleur et les inflammations nerveuses et musculaires. Très important, l'acétate de bornyle stimule les surrénales. La stimulation surrénale concerne aussi bien la médulla, donc médullosurrénale qui produit la nédraline, que le cortex corticosurrénal qui produit la cortisone. La stimulation adrénergique induit un effet stimulant en cas de fatigue et d'asthénie, tandis que la stimulation corticoïde induit un effet anti-inflammatoire, décongestionnant et analgésique utile en cas d'inflammation. Le phytohar va donc s'utiliser dans les inflammations articulaires et ou musculaires aiguës à raison de 4 gélules de phytohar par jour, une le matin, 2 le midi, une le soir, juste avant les repas, jusqu'à disparition de la douleur. Ensuite, poursuivre pendant 7 jours avec 2 gélules de phytohar par jour, une le matin et une le midi. Dans les inflammations articulaires et ou musculaires chroniques, on peut passer à une dose plus réduite de 2 gélules de phytohar par jour. Attention, ce produit contient des huiles essentielles qui peuvent parfois être contre-indiquées en cas de grossesse et allaitement. C'est pourquoi, avec le phytohar, en cas de grossesse et allaitement, on conseille d'utiliser seulement une demi-dose. L'autre produit proche du phytohar s'appelle le phytonère, qui lui va avoir un effet analgésique et anti-inflammatoire, principalement dans des pathologies plutôt d'origine nerveuse, comme son nom l'indique. Donc on va l'utiliser pour des problèmes de lumbago, de sciatique, de syndrome cervical traumatique, c'est-à-dire le cou du lapin, de lombalgie, de douleur cervicale, d'hernie discale, de névralgie du trijumeau ou de zona. On trouve dans le
phytonaire 4 principes actifs. Salix alba, le saule blanc, Myristiga fragrans, qui est le muscadier, Pisca mariana, toujours l'épinette noire, et Laurus nobilis, qui est le laurier. Premier donc principe actif, Salix alba. Ce sont principalement les phénolglycosides et les polyphénols qui permettent à la fois l'effet antidouleur et anti-inflammatoire du saule. Les salicylates atténuent la douleur et l'œdème en ralentissant la synthèse des prostaglandines. En outre, d'autres substances comme la trémalucine et la quercétine ralentissent l'enzyme 5 l'hypooxygénase, ce qui freine la synthèse des leucotriènes. La salicine et ses esters sont des promédicaments qui ménagent l'estomac et qui ne sont pas transformés, si ce n'est dans l'intestin, par l'enzyme bêta-glucosidase en saligénine. Après absorption par le sang, la saligénine est oxydée dans le sang et le foie pour obtenir l'action anti-inflammatoire et antidouleur de l'acide salicylique. L'effet antidouleur du saule a été démontré par une étude randomisée contre placebo et en double aveugle menée auprès de 191 patients souffrant de dorsalgie basse chronique. Le nombre de patients ne ressentant plus de douleur au cours de la dernière semaine de traitement était de 21% par rapport à 6% pour le groupe placebo. Une autre étude a démontré cet effet. L'action antidouleur et anti-inflammatoire des préparations à base de Salix alba est clairement supérieure à celle du placebo et vous trouvez tout en bas les références de ces deux études. Principe actif suivant du phytonaire, le Myristiga fragrans, qui est la noix de muscade. Son action antidouleur sur la névralgie est très importante. La myristicine est également anti-inflammatoire. Elle freine naturellement la formation de prostaglandines de série 2 et est donc indiquée pour toutes les affections dans lesquelles ces prostaglandines jouent un rôle. La muscade agit non seulement sur les nerfs douloureux et enflammés, mais semble également avoir une action réparatrice au niveau des dégâts occasionnés au système nerveux. La noix de muscade est considérée comme l'une des plantes anti-inflammatoires et analgésiques les plus importantes. Ensuite, troisième principe actif, le Pisca mariana, toujours donc l'épinette noire, dont on a déjà parlé, qui stimule les surrénales, à la fois médulosurrénales et corticosurrénales, donc ce qui notamment l'effet sur la corticosurrénale induit un effet anti-inflammatoire, décongestionnant et analgésique. Enfin, le laurier noble, qui en phytothérapie est utilisé comme antiseptique et pour les maladies du système nerveux. Les feuilles de laurier contiennent, outre le 1,8-cinéole, l'alcaloïde actinodafine qui a un effet anti-inflammatoire, analgésique et même anesthésiant. En aromathérapie, l'huile essentielle du laurier est extrêmement efficace, tant en usage externe qu'interne. Le laurier agit comme analgésique sur la plupart des douleurs, mais principalement en cas de névralgie suite à des inflammations, zona, lombalgie, lumbago, sciatique, hernie, douleur cervicale et névralgie du trijumeau. Le laurier est également utilisé contre les affections de nature rhumatismale parce que les douleurs musculaires, articulaires et les névralgies sont apparentées à cette pathologie et apparaissent presque systématiquement ensemble. Le phytonaire va donc s'utiliser dans les inflammations accompagnées de névralgie aiguë à raison de 4 gélules de phytonaire par jour, une le matin, 2 le midi, une le soir, avant les repas jusqu'à disparition de la douleur. Dans les inflammations avec des névralgies chroniques, on peut travailler sur le long terme avec 2 gélules de phytonaire par jour. Toujours faire attention en cas de grossesse et allaitement, passer à la demi-dose. Dans les douleurs
de dos, il est souvent conseillé d'utiliser à la fois le phytoER et à la fois le phytoner. En effet, les douleurs touchant la colonne vertébrale ont différentes origines, mais qui se cumulent. On y trouve ensemble un dérangement et une inflammation articulaire au niveau des disques intervertébraux, un pincement et une inflammation du nerf au même niveau, ainsi qu'une contracture et une inflammation musculaire réflexe. On va maintenant aborder le traitement de l'arthrose. L'arthrose est une pathologie très fréquente qui correspond donc à l'usure du cartilage articulaire. Et ce cartilage usé, bien, il est possible de le régénérer, mais pas avec des médicaments anti-inflammatoires qui, bien qu'ils diminuent la douleur, en fait, augmentent la dégénérescence du cartilage articulaire. Donc c'est pourquoi la médecine classique qui a tendance à prescrire des anti-inflammatoires dans l'arthrose, en fait, fondamentalement, ne fait qu'aggraver les problèmes des patients. Un des produits naturels les plus connus pour traiter l'arthrose, c'est la glucosamine, qui est donc un produit qui est capable de régénérer le cartilage articulaire détruit. On connaît bien la glucosamine, mais il faut faire attention surtout à la qualité du produit. En effet, il y a 2 fabricants de glucosamine au monde, il y a les Chinois et les Américains. La glucosamine chinoise est vendue 3 fois moins cher que la glucosamine américaine, et c'est donc elle que l'on trouve dans la majorité des compléments nutritionnels, mais les résultats sont aussi 3 fois moins bons. La glucosamine est un nutriment qui se trouve en quantité infime dans les aliments. Elle est également fabriquée par les cellules du cartilage humain. Son rôle consiste à susciter la production de longues chaînes de sucre appelées glycosaminoglycanes nécessaires à la reconstruction du cartilage. En vieillissant, l'apport fabriqué par le corps humain diminue et c'est ainsi que le cartilage perd ses capacités et c'est ainsi que commence l'arthrose. Attention que le sulfate de glucosamine est stabilisé soit par du chlorure de sodium, NaCl, soit par du chlorure de potassium, KCl. Les 2 formes semblent aussi efficaces l'une que l'autre, mais le chlorure de sodium n'est pas recommandé pour les gens souffrant d'hypertension ou de problèmes cardiaques. Il est donc conseillé de préférer la forme stabilisée avec du chlorure de potassium, KCl. Je vous propose 2 produits, l'un qui s'appelle le Cartiplex vendu par le laboratoire Effiplex et l'autre le Carticomplex vendu par le laboratoire PHS. C'est strictement les 2 mêmes produits mais avec des noms différents. Il s'agit d'un complément alimentaire original et breveté mis au point par une université coréenne qui combine des fibres issues de la pectine de pommes et d'algues avec de la glucosamine obtenue à partir de la chitine. Ce complément alimentaire à base de fibres alimentaires solubles, le Cartiplex ou Carticomplex, stimule les fonctions des cellules constituant la matrice cartilagineuse et de ce fait, il augmente et améliore les aimants constitutifs du cartilage, en particulier le collagène articulaire de structure qu'on appelle le collagène de type 2. La consommation régulière de Cartiplex ou de Carticomplex assure un accroissement de l'ordre de 20 à 30% de la production de protéaglycanes, facteur clé de la rétention d'eau indispensable à la qualité fonctionnelle du cartilage. Il semble que ce soit principalement les fibres extraites de la pectine de pomme et d'algues marines qui agissent sur la restauration du collagène de type 2, clé de voûte de l'architecture du cartilage. Différentes évaluations cliniques menées sur l'animal et l'homme ont montré une amélioration du fonctionnement articulaire et une très forte diminution de la douleur, voire une disparition complète
après 2 à 3 mois de traitement. L'image radiographique montre également une amélioration de l'état du cartilage dans 50% des cas après 6 à 9 mois de prise régulière. Le cartiplex ou le carticomplexe donc constitue véritablement un traitement de fond de la problématique arthrosique. La posologie est de 6 gélules par jour en 1 à 2 prises. Présentation, flacon de 180 gélules contenant du sulfate de glucosamine stabilisé KCl, ce qui est important, de la pectine et de la chitine. Passons maintenant à un autre produit extrêmement intéressant pour traiter toutes ces pathologies douloureuses, qui est le pernazone au laboratoire PHS ou Flexiplex au laboratoire Effiplex. Dans les deux cas, c'est le même produit qui est un extrait de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande. Ce produit va être indiqué comme traitement naturel pour tous les problèmes d'arthrose, d'arthrite, aussi bien chez les humains d'ailleurs que chez les animaux. Il va être conseillé pour tous les sportifs et personnes actives qui souffrent de fatigue articulaire et musculaire et qui cherchent également à préserver leur cartilage. En général, toute personne souffrant de douleur ou de rigidité articulaire. Un petit rappel sur la différence entre l'arthrose et l'arthrite. Donc on voit ici une articulation saine, on voit ici une articulation arthrosique avec donc une usure voire même disparition du cartilage. L'arthrose est une pathologie mécanique qui correspond à l'usure du cartilage articulaire qui finit par s'amincir et entraîner des réactions de congestion et d'inflammation avec douleur et raideur articulaire. Quant à l'arthrite, c'est une pathologie inflammatoire de l'articulation caractérisée par la triade calor, tumor, dolor. La grande différence entre l'arthrose et l'arthrite, c'est que l'arthrose est une douleur qui est mécanique, caractérisée par la douleur et la raideur, dont les douleurs apparaissent surtout au mouvement et sont améliorées par le repos. Cette douleur d'arthrose peut être barosensible, aggravée le plus souvent par des basses pressions atmosphériques, le froid, l'humidité, le séjour en lieu humide, la saison. Quant à l'arthrite, sa douleur est inflammatoire, caractérisée par l'enflure, la raideur, la douleur et la rougeur. La douleur survient surtout au repos, particulièrement la nuit, et va être améliorée par le mouvement, ce qu'on appelle le dérouillage matinal. On peut observer dans l'arthrite un syndrome inflammatoire biologique avec augmentation de la vitesse de sédimentation, de la CRP et parfois un liquide articulaire inflammatoire. L'arthrose, c'est bien connu, on la retrouve particulièrement au niveau vertébral, que ce soit au niveau cervical, dorsal ou lombaire. Nous avons les arthroses périphériques, l'arthrose de la hanche ou coxarthrose, l'arthrose du genou ou gonarthrose, l'arthrose des doigts. Quant à l'arthrite, elle va désigner plus d'une centaine d'affections qui se caractérisent par de l'inflammation à une ou plusieurs articulations et dont les causes sont diverses. On distingue ce qu'on appelle les arthrites ou rhumatismes inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, les arthrites que l'on observe dans les collagénoses, comme le lupus érythémateux disséminé, les rhumatismes infectieux et arthrites réactives qui surviennent lorsqu'une infection atteint directement une articulation et engendre de l'inflammation, et ensuite les arthrites dites microcristallines, dont le plus bel exemple est la goutte, qui se caractérise par le dépôt de cristaux dans les articulations sous forme d'acide urique et qui va engendrer inflammation et douleur. Remarque, on n'utilisera pas le
pernazone ou le flexiplex en cas de goutte. En commun avec le fromage et le vin, les fruits de mer contiennent un niveau élevé de bases azotées puriques qui sont des précurseurs de la biosynthèse de l'acide urique, ce qui est donc contre-indiqué en cas de goutte. Alors, quelles sont les propriétés de cette moule à lèvres verte? Eh bien, tout d'abord, elle a une action anti-inflammatoire. Elle va en fait s'opposer en fait à la migration des neutrophiles, qui est un phénomène majeur de l'inflammation. Comme vous le voyez, au niveau de l'inflammation, on a une migration des neutrophiles et la moule à lèvres verte bloque cette migration des neutrophiles et donc c'est une des premières explications de son action anti-inflammatoire. La deuxième activité anti-inflammatoire de cette moule à lèvres verte est due à certains acides gras à longue chaîne sur les activités de la fameuse cyclooxygénase, la COX, ou les COX, qui sont en fait des enzymes que le corps utilise pour la biosynthèse des substances chimiques appelées prostaglandines. Il existe deux formes de ces enzymes, comme on le voit sur le schéma. On a la COX-1, qui est un composant naturel du tissu normal, qui exerce des fonctions importantes dans notre corps. Et on a la COX-2, qui est induite quand un état inflammatoire tel que l'arthrite est présent et produit des prostaglandines pro-inflammatoires. Il est par conséquent souhaitable d'inhiber cette activité enzymatique. Le problème, comme on le voit sur ce schéma, c'est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibent à la fois la COX-1 et la COX-2. Donc, inhibe la COX-2, ça c'est très bien, puisqu'on a une inhibition des mauvaises prostaglandines responsables de l'effet anti-inflammatoire, mais on a l'inhibition de bonnes prostaglandines, notamment qui ont des effets favorables pour l'estomac et les reins. C'est pourquoi tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont comme effet secondaire des problématiques d'estomac ou d'ulcères à l'estomac. On a une autre enzyme, c'est la LOX, qui génère ce qu'on appelle les mauvais leucotriènes avec des effets anti-inflammatoires aussi. On remarquera que la moule à lèvres vertes inhibe à la fois la COX-2 et la LOX. Donc on a un effet anti-inflammatoire sélectif uniquement sur la partie des mauvaises prostaglandines, mauvais leucotriènes, sans toucher aux bonnes prostaglandines. Donc, comme je viens de le dire, les médicaments anti-inflammatoires remplissent cette fonction de manière efficace, mais ils inhibent à la fois la COX-1 et la COX-2, inhibant ainsi la production des prostaglandines qui sont nécessaires pour la protection de la muqueuse de l'estomac et à la fonction rénale. La moule à lèvres verte a le trop gros avantage d'inhiber sélectivement l'activité de la COX-2 ainsi que l'activité de la lipooxygénase, la LOX, qui est à la base de la production des leucotriènes. Deuxième propriété de la moule à lèvres verte, son effet de gastroprotection naturelle, ce qui est assez d'ailleurs paradoxal pour un anti-inflammatoire qui d'habitude a des effets négatifs sur l'estomac. Ici, donc, le produit, malgré son activité anti-inflammatoire, ne va pas endommager la muqueuse de l'estomac, mais au contraire le protéger. On voit ici, sur ce schéma, une étude qui a été réalisée. Donc, on voit ici en vert quelqu'un à qui on donne de l'aspirine à raison de 30 mg par kilo et par jour, et le même traitement avec la moule à lèvres verte, et on observe le nombre de lésions au niveau de l'estomac. Eh bien, on voit une diminution importante du nombre de lésions au niveau de l'estomac chez les gens traités par l'aspirine comparé aux gens traités par l'aspirine avec moule à lèvres verte. On
a le même résultat avec des doses plus élevées, aspirine à 150 mg par kilo, et ici couplé avec la moule à lèvres vertes, on voit une nette diminution des lésions de l'estomac et on observe le même résultat favorable avec l'indométacine. Troisième propriété de la moule à lèvres vertes, donc après ses propriétés anti-inflammatoires de protection de l'estomac, on va avoir une protection des articulations, car la moule à lèvres vertes a une teneur naturelle en glycosaminoglycanes qui joue un rôle important dans la production et la réparation du cartilage. Les glycosaminoglycanes, qui utilisent des molécules de glucosamine en tant que matière première pour leur bloc de construction, sont utilisés par l'organisme pour la biosynthèse de composés appelés protéoglycanes. Les protéoglycanes ont une grande affinité pour l'eau, sont d'importantes molécules de remplissage, ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Pour dire les choses simplement, cela signifie qu'elles remplissent des espaces vides dans la structure physique, tels les espaces entourant les cavités articulaires. Ce faisant, ces molécules agissent comme des amortisseurs et des lubrifiants pour les surfaces articulaires. En conclusion, la moule à lèvres vertes possède l'activité anti-inflammatoire qui est nécessaire pour soulager la composante inflammatoire de l'ostéoarthrite, associée à l'activité chondroprotectrice des articulations, et le tout sans nuire à l'estomac, au contraire même en le protégeant. La posologie du pernazone ou du flexiplex est de 2 gélules, une le matin, une le soir, par jour, avant le repas pendant 6 mois. Dans certains cas, on peut prendre 4 gélules par jour, ce qui permet d'améliorer les résultats insuffisants avec la dose normale, mais c'est plutôt rare. Et une fois le résultat obtenu, on peut passer à une dose d'entretien de 1 gélule par jour pour la plupart des patients. Je rappelle la contre-indication majeure de la moule à lèvres vertes qui est la problématique de la goutte. Comme toujours, prudence chez les patients allergiques aux crustacés. Par contre, le pernazone ou le flexiplex est compatible avec les médicaments anti-inflammatoires ou des compléments alimentaires comme la glucosamine par exemple. Le produit se présente en flacon de 60 gélules dosées à 500 mg d'extrait de moule à lèvres vertes. Petite remarque, mais qui prouve l'efficacité du produit, le pernazone est extrêmement efficace chez les animaux, en particulier les chiens et les chats arthritiques et les chevaux de course, à la dose de 17 mg par kilo de poids corporel. Résultat de la moule à lèvres vertes, très efficace chez 80% des patients, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut en moyenne 4 à 8 semaines pour atteindre le pic d'efficacité. Autre chose, c'est qu'il y a un effet secondaire bénéfique qui a fréquemment été constaté par les patients et qui est une amélioration significative de la vitalité, souvent décrit comme un sentiment de bien-être. Donc on a affaire véritablement à une espèce de traitement anti-âge car il réduit durablement tout phénomène inflammatoire en plus d'augmenter la vitalité, chose que l'on va observer aussi notamment chez les vieux chats et les vieux chiens traités par moule à lèvres vertes. Une dernière chose, mais qui a son importance, faire attention aux copies de la moule à lèvres vertes. Donc il y a plusieurs produits d'imitation qui n'ont pas de résultats aussi bénéfiques. C'est toute la différence entre un extrait authentique de moule à lèvres vertes ou simplement lyophilisé. Il faut savoir que l'activité anti-inflammatoire de la moule diminue à un rythme rapide quand la moule meurt et aussi si l'extrait n'est pas produit par le procédé d'extraction approprié. Les poudres de moule lyophilisées sont fabriquées à partir de viande de moule congelée, ce qui détruit en grande partie l'activité anti-inflammatoire.
Il existe également un autre produit présenté sous forme de capsule huileuse qui est un extrait lipidique de moule. Il ne contient donc que les fractions lipidiques de la moule qui sont extraites par solvant. Bien que ce produit aura une partie de l'activité thérapeutique de la moule, il sera beaucoup moins efficace que les extraits de moule.